ici, donc Patrick Farreau va nous parler des communs, qui est le thème de son dernier ouvrage. Voilà, merci. Oui, merci. Bonjour. En fait, c'est toujours une surprise lorsqu'on m'invite pour, je veux dire une bonne surprise, lorsqu'on m'invite pour ce livre Éloge des communs, qui est sorti dans des conditions littéralement calamiteuses, puisqu'il est sorti le 11 mars, c'est-à-dire 5 jours avant le confinement, et qui a eu donc, il est resté très largement invisible. Donc je vais parler de ce livre, Éloge des communs, et puis je vais parler aussi du travail que je fais depuis déjà un bon moment, c'est déjà dans le livre, et qui poursuit cet éloge des communs, c'est le travail que je fais sur la liberté humaine au temps des big data. Alors, on pourrait dire que le paradoxe, même le malheur de l'époque dans laquelle on vit, est que les idées communistes, voire socialistes, ont perdu une grande partie de leur attractivité auprès des électeurs des pays démocratiques. Et puis d'un autre côté, la crise écologique, puis la crise sanitaire, qui est une conséquence de la précédente, en plus des inégalités sociales ou des luttes féroces des groupes industriels pour le contrôle des ressources de base comme l'eau, avec le feuilleton Eolia-Suez, ou les moyens de communication, rendent de plus en plus évidente la nécessité de protéger les biens communs contre une appropriation privée illimitée. Et c'est donc dans ce contexte paradoxal qu'on a vu ressurgir l'idée du commun, dont je vais d'abord rappeler brièvement l'histoire, avant de présenter ma critique du capitalisme addictif et ma propre philosophie du commun, que j'illustrerai pour finir avec l'exemple du numérique et de ce travail donc sur la liberté humaine au temps des big data. Alors vous savez peut-être que la notion de commun provient du droit romain, dans lequel les choses communes, les res communes, telles que l'air, l'océan, les rivières, étaient considérées comme utilisables à volonté mais indisponibles. Ça veut dire qu'elles étaient soustraites au commerce et à l'appropriation privée. Et elles s'opposaient aux choses qu'on avait le droit de s'approprier lorsqu'elles n'appartenaient encore à personne, ce qu'on appelait les res nullius, comme l'eau des puits ou des lacs, la terre, les fruits sauvages, le gibier et les ressources naturelles. Sous l'Ancien Régime, les communs renvoyaient plutôt à des droits d'usage, sur des biens communs tels que les terres communales, mais aussi sur certains biens privés. Par exemple, les pâtures d'après-moisson, le ramassage de bois de chauffage ou de construction, le glanage, les chasses, la cueillette. Et au cours de l'histoire, l'abondance et le caractère apparemment inépuisable des ressources naturelles ont pu donner l'impression d'une possibilité d'appropriation illimitée des ressources disponibles. On a alors assisté à un grignotage inexorable des biens communs, dont témoigne à partir du XVIe siècle le mouvement européen qu'on désigne par le terme anglais « enclosures », visant à l'appropriation des biens communaux par les seigneuries et les bourgeoisies locales. Et puis avec les physiocrates et beaucoup d'autres, la tendance est encore accentuée au XVIIIe siècle avec la conviction que l'appropriation privée était le plus sûr moyen d'assurer le développement économique et le bien-être général. Et après avoir été contrebalancée pendant plus d'un siècle par la poussée des idées socialistes et communistes, elle a repris à partir des années 1980 une tournure nouvelle, alors que j'ai qualifiée d'addictive, je vous expliquerai un peu pourquoi, avec le triomphe d'une idéologie propriétariste et libertarienne, je vous expliquerai aussi pourquoi je parle du libertarisme, régénérée par l'effondrement de certains régimes communistes, pas tous, et des perspectives de révolution sociale. Et c'est seulement la crise écologique contemporaine qui a commencé à contrebalancer cette tendance de fond. Alors dans le débat contemporain, l'idée des communs a d'abord ressurgi sous la forme d'une prophétie de malheur, ce qu'on a appelé la tragédie des communs.
Et dans un article très fameux qui est paru en 1968, ça fait déjà donc un demi-siècle, un économiste malthusien qui s'appelait Garrett Hardin, qui était biologiste, montrait que l'usage intensif d'une ressource limitée, par exemple un pâturage, par un nombre croissant d'éleveurs, aboutit inévitablement à l'épuisement de la ressource et à la ruine des exploitants. Sa conclusion était qu'il fallait soit étatiser, soit privatiser les communs, avec néanmoins chez lui une préférence pour la privatisation parce que c'était un conservateur. Ce à quoi une économiste libérale qui s'appelait Elinor Ostrom, qui est une des rares femmes à avoir obtenu un prix Nobel en économie, répondit un peu plus tard, en s'appuyant sur de multiples études empiriques relatives à la gestion des pêches, des forêts, des moyens d'irrigation, des moyens de police aussi, partout dans le monde, que les communs n'étaient jamais mieux gérés que par les utilisateurs de la ressource commune, qu'ils soient ou non propriétaires. Alors, Ostrom elle-même a beaucoup insisté sur le fait que la gestion collective des biens communs doit être circonscrite à des ressources, des communautés, c'est-à-dire des groupes humains, des instances de surveillance, des règles et des régimes de sanctions bien définis. Donc sa théorie ne prétend pas avoir une portée plus générale que celle de ces communautés et ressources bien délimitées. Mais l'impact de la théorie d'Ostrom a été en réalité beaucoup plus large, car elle avait avancé une idée d'autogouvernance qui peut s'appliquer à toutes sortes de situations, et aussi une idée, à mon avis, très importante, selon laquelle la propriété n'est qu'un faisceau de droits, alors qui peuvent être plus ou moins rivaux. Ils sont rivaux, par exemple, lorsque l'usage des uns réduit plus ou moins l'usage des autres, c'était le cas de la pâture, par exemple, ou exclusif, l'usage des uns excluant plus ou moins l'usage des autres. On peut recevoir quelqu'un dans son appartement, mais si on l'habite, il est exclusif. Et donc ces droits qui sont en faisceau doivent toujours être négociés par les intéressés, qu'ils soient propriétaires, fermiers, métayers, promeneurs, dans le cas du monde agraire évidemment. Alors c'est sans doute parce que cette approche ne remettait pas en question le droit de propriété, que je vous le rappelle quand même, est un droit de l'homme reconnu par la Déclaration de 1789, reprise dans la Constitution française, tout en accordant une prérogative, alors moins aux États qu'aux usagers pour réguler les relations économiques, qu'elle a suscité en fait un véritable engouement chez des chercheurs de toute obédience, alors des libéraux, mais aussi des néo-marxistes en économie et en sciences politiques. Et son succès, il y a donc énormément de publications autour de ça, a été renforcé par un contexte de crise écologique qui a rendu de plus en plus évidente la nécessité de remettre à plat les mécanismes d'appropriation et de distribution des biens existants, qui sont de moins en moins communs et de plus en plus privatisés. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon propre travail, je dois dire qu'il s'est d'abord développé de façon très indépendante des travaux d'Ostrom, que je ne connaissais pas. C'était la suite des recherches que j'avais menées sur les addictions et les formes addictives du capitalisme. Et puis, je m'intéressais depuis un certain temps à une réflexion sur la théorie platonicienne de la propriété commune, que Socrate, vous savez peut-être, considérait comme un idéal de vie sociale, mais qu'il jugeait malheureusement hors d'atteinte, à part pour les gardiens de la cité, qui étaient à l'abri de la concupiscence. Alors, lorsque j'ai découvert les travaux d'Ostrom, bon, évidemment, j'ai été, comme beaucoup de gens, intéressé. Je me suis rendu compte que sa réflexion rejoignait mes propres questions et qu'elle était donc tout à fait consonante avec un souci de sortir du dilemme impossible, appropriation privée, étatisation, qui nous a enfermés pendant plus d'un siècle. Et confronté, comme tout le monde, aux effets calamiteux de la gloutonnerie néolibérale sur l'environnement et les droits sociaux, je me suis donc interrogé sur la possibilité, donc non pas d'instaurer, alors là je cite Socrate, la propriété commune de tous les biens sans exception,
mais de restaurer, au-delà de la propriété privée, la part du commun, au sens des biens existants qui devraient échapper à la propriété privée ou être restitués à la communauté s'ils ont déjà été appropriés. Donc c'est de ça que je parle dans le livre. Donc on peut inclure dans ces biens communs, en plus des ressources naturelles de base telles que l'eau, l'air ou l'énergie, les moyens éducatifs, la culture, les soins médicaux, les voies de communication physiques ou numériques, et les ressources nécessaires à l'existence de tous les membres de la communauté. Et contrairement à une grande partie de la critique sociale contemporaine, ma propre démarche n'a jamais remis en cause, enfin peut-être pas jamais, mais ne remet nullement en cause le libéralisme en tant que tel. Je suis un libéral, car je ne crois pas qu'il existe d'alternative au libéralisme politique et économique qui puisse être à la fois démocratique et respectueuse des libertés individuelles. C'est là une des principales leçons que beaucoup de gens ont tirées, que je tire moi-même, de l'expérience liberticide des régimes communistes, mais aussi, et c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, de l'affirmation par la pratique des mythes, la mythologie du matérialisme historique, comme par exemple celui de la création d'un homme nouveau, débarrassé de tout désir égoïste, qui ne serait jamais en concurrence avec personne, et qui serait toujours dévoué au bien de la communauté. Je pense que c'est un mythe. Donc mon idée serait donc plutôt de revenir aux idéaux émancipateurs du libéralisme classique, qui furent d'ailleurs très très largement partagés par le socialisme, par le mouvement socialiste naissant, et qui, contrairement à l'interprétation néolibérale actuelle, incluaient, en plus des libertés politiques, de l'égalité de droit, de la démocratie, du rejet du despotisme et des discriminations, le souci de la communauté dans son ensemble et le respect de cette part du commun, de ce qui ne doit pas être approprié de façon privée. C'est pourquoi mon livre s'est intéressé à la façon dont certains auteurs contemporains ont interprétation qui est devenue largement dominante, et en fait, je pense, dévoyer les idéaux du libéralisme classique. Et puisqu'on est ici dans un espace éthique, je voudrais souligner que le fond du problème est que tous ces auteurs, je vais en citer quelques-uns, ont voulu dénier toute valeur morale à la redistribution sociale. C'était pas bien. Considérant chaque individu comme le principal responsable de sa destinée sociale. Cette conviction normative a été illustrée par exemple par des économistes fameux, comme par exemple Milton Friedman, lui aussi prix Nobel d'économie, qui disait que pour le devoir moral des entrepreneurs, c'est de faire du profit pour leurs actionnaires, et uniquement cela. Ou alors Friedrich Hayek, qui est aussi un des grands penseurs qui est à la base du néoconservatisme contemporain, qui pensait que le marché produit spontanément des règles de juste conduite et qu'il est donc totalement inutile d'en chercher d'autres. En fait, on sait, il y a des très bons livres là-dessus, par des travaux historiques, que le néoconservatisme et le néolibéralisme, si vous voulez, des années 70, a été fortement encouragé par les milieux patronaux qui étaient en fait terrorisés par la montée des idées socialistes d'après-guerre, par les plans keynésiens en particulier, et par les courants contestataires des années 60, et qui cherchaient tous les moyens possibles, y compris donc philosophiques et idéologiques, pour les endiguer. Mais je crois que le cynisme économique n'aurait sans doute pas eu autant de succès, notamment dans l'électorat populaire, qui a quand même porté très souvent des gouvernements de droite au pouvoir, s'il n'avait pas été complété par des arguments normatifs, fondés sur la conviction, alors plus ou moins sincère, que le débridement des mécanismes du marché serait profitable à tout le monde, on promettait de l'emploi avec ce genre de politique, défendu avec constance par tous les néoconservateurs, mais aussi, donc ça, beaucoup de gens ont parlé de ça, mais je ne vais pas trop en parler, mais aussi sur l'attachement à l'initiative et à l'autonomie individuelle considérés comme des principes éthiques. Et là, je vais parler d'un auteur que vous connaissez peut-être, c'est un philosophe analytique distingué de Harvard qui s'appelait Robert Nozick, les philosophes le connaissent. C'est chez lui, à mon avis, que l'argumentation normative du néoconservatisme a été développée de la façon la plus approfondie. Alors, je vais m'arrêter un moment là-dessus, si vous le permettez. Alors, Nozick fait une critique dite libertarienne de la théorie de la justice de John Rawls,
qu'il est juste beaucoup trop social. Alors, il faut quand même avoir en tête que quand nous, ici, on dit social, mais dans le langage américain, on dit libéral. Être libéral, c'est être social, voire gauchiste. Donc, il trouvait que c'était trop libéral, trop social. Et son approche repose sur une sorte de sacralisation de la propriété privée au nom d'un principe de propriété par l'individu de son corps et des fruits de son travail qu'il avait hérité de John Locke. Et Nozick considérait ainsi la redistribution sociale comme une atteinte aux droits des gens parce que selon lui, la taxation des revenus revient à leur imposer un travail forcé, autrement dit une sorte d'esclavage, contraire par conséquent à sa propre théorie du droit, ou plus exactement de ce qui est dû, ce qu'il appelle l'entitlement theory. Cette théorie définit donc ce qui est dû à chacun, non pas par des devoirs positifs de partage ou d'assistance de la part de la communauté, mais de façon purement négative, par l'absence de contraintes. C'est l'absence de contraintes qui est vraiment le critère. Et pour expliciter son idée, Nozick a proposé une distinction subtile, mais cruciale, entre une offre qui, l'offre, en cas de refus, ne modifie pas la situation initiale du destinataire. Vous prenez ou vous ne prenez pas, et vous repartez tranquille. Et une menace qui, elle, la modifie à cause de la sanction qui suivrait. Parce que si vous ne la prenez pas, eh bien vous allez avoir une sanction. Dans cette vision des choses, l'individu serait donc légitimement et absolument propriétaire de tout ce qu'il a acquis ou reçu en héritage de façon juste, c'est-à-dire sans menacer ni contraindre personne. Voilà comment on pense. Ce genre de démarche, qui en fait identifie le mal à la contrainte et laisse tout le reste hors du champ de l'éthique, exonère par principe les entreprises économiques de leurs conséquences sociales et par la même occasion de leurs conséquences écologiques. Bien que ce ne fût pas du tout le but de Nozick à cette époque-là, qui écrivait dans les années 70 où on ne parlait pas encore d'écologie comme aujourd'hui. Dès lors que ces entreprises ne sont assorties d'aucune contrainte sur autrui. Alors, bon, je parle de Nozick parce que j'ai une certaine admiration pour sa subtilité, sa capacité à saisir aussi le fond d'un courant d'idées très influent depuis son époque et jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important dans l'habitus philosophique du néoconservatisme et du néolibéralisme. Mais en fait, je n'ai jamais été convaincu par son raisonnement, entre autres parce que j'ai longtemps travaillé sur les addictions et que je sais qu'il ne suffit pas de contraindre quelqu'un pour porter atteinte à sa liberté. Il existe en effet de multiples interactions sociales non assorties de menaces, en économie, mais aussi dans les relations personnelles, dont témoigne par exemple toute la discussion soulevée par le mouvement MeToo, qui aboutissent exactement au même résultat, simplement parce que le bien qui est proposé en échange d'un engagement économique ou d'un service sexuel est trop désiré ou même trop vital pour qu'on puisse dire non. Alors, c'est ça, là on est à mon avis sur un cœur, sur quelque chose de très profond dans le néoconservatisme. Je préfère dire néoconservatisme que néolibéralisme d'ailleurs. Le consentement à une offre dépourvue de menaces est devenu aujourd'hui un critère moral considéré comme décisif pour l'évaluation de toutes sortes de relations sociales. Alors qu'on sait qu'il existe de multiples situations d'influence ou de manipulation du désir qui rendent le consentement libre et éclairé parfaitement impraticable. Sous l'effet, par exemple, de ce qu'on appelle l'akrasia, qui est une notion aristotélicienne, qui désigne l'intempérance ou la faiblesse de la volonté, ou de l'akolasia, autre notion aristotélicienne, qui s'applique au cas de dérèglement du désir, ou comme on dit en anglais, de self-indulgence. Et en guise d'illustration, sans pouvoir développer, bien sûr, on peut penser ici au livre très important, je crois, sur ce sujet de Vanessa Springora, sur le consentement, qui dit beaucoup de choses au travers d'un exemple. Et vous m'entendez pas ? C'est le livre Le consentement de Vanessa Springora sur ses relations avec un écrivain célèbre qui aimait les très jeunes filles. Une autre difficulté du libertarisme de Nozick, donc ça c'était une objection philosophique, après il faut rentrer dans les détails bien sûr, c'est qu'il repose sur une interprétation très partielle. Donc ça, c'est l'objection que je fais maintenant, c'est une objection d'histoire de la philosophie, une interprétation très partielle du libéralisme classique et celui de Locke en particulier. Pour Locke,
Vous savez, la raison fondamentale de l'association des hommes dans le cadre d'une société politique n'est rien d'autre que la préservation mutuelle de leur vie, leur liberté et leurs biens. C'est le terme qu'on retrouve à peu près sous la même forme chez Rousseau. Et il concluait ce que je désigne sous le nom de propriété. Ça, je cite Locke. Ce n'est donc pas dans cette approche la propriété de soi-même qui définit la liberté, mais c'est la liberté, en plus de la vie et des biens, qui définit la propriété. Il n'y a donc aucune raison d'identifier propriété individuelle et liberté individuelle, comme l'ont fait des générations entières de penseurs néolibéraux. Un autre point, et j'en terminerai, c'est là-dessus, Locke fait d'autre part constamment référence au bien commun qu'il appelle le Commonwealth, qui signifie littéralement fortune commune. Et il nomme les membres de la communauté des commoners, qui signifie prolos dans l'anglais actuel. Commoners, c'est des prolos. Et qu'on traduit en français, alors les traducteurs de Locke, suivant les occurrences, utilisent des termes communistes ou copropriétaires. Alors juste un petit détail, mon livre initialement il s'appelait « Le communisme minimal ». Et l'éditeur m'a dit « mais c'est impossible de publier aujourd'hui un livre sur le communisme, même minimal, il ne se vendra pas ». Il avait certainement raison. Et donc il s'est appelé « l'éloge du commun ». Mais il y a peut-être un communisme minimal dans le libéralisme classique de Locke en tout cas. C'est justement pour ne pas nuire à cette fortune commune que Locke limite l'appropriation individuelle des biens existants à la stricte condition qu'il en reste suffisamment et d'aussi bonne qualité en commun pour les autres. Ça, c'est Locke que je cite. Or, lorsque ce reste suffisant et d'aussi bonne qualité en commun pour les autres est en voie de disparition, ce qui est malheureusement la situation actuelle du monde, on voit mal comment la propriété d'autrui, y compris sa liberté, pourrait encore être préservée. Voilà, je me donne un peu de mal pour faire des objections à une pensée dominante, mais je pense que c'est important parce que, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui adhèrent à ça, il faut discuter, il y a des gens qui adhèrent à ces façons de penser. Les conservateurs, ils existent, hein, ce ne sont pas simplement les monstres financiers qu'on voit dans d'excellents films. Alors, ce que j'ai moi-même essayé d'opposer à cette philosophie libertarienne dite de droite, sachant aussi qu'il en existe une de gauche qui ajoute à la propriété individuelle de soi-même une propriété collective des biens extérieurs, alors qui est assez hypothétique, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est vraiment très technique, mais ce que j'oppose aussi au matérialisme historique, c'est une philosophie du commun assez modeste en fait, hein, parce qu'elle est directement inspirée de certains apports des neurosciences du plaisir et de l'addiction qui m'ont intéressé un très long moment, et de la psychologie évolutionniste ou évolutionnaire, ça dépend comment on dit. Alors cette philosophie consiste simplement à reconnaître la part irréductible du désir individuel de récompense dans les motivations humaines, et donc exclut l'apparition promise d'un homme nouveau dépourvu des tares de la concupiscence. Mais elle reconnaît aussi l'articulation nécessaire du désir individuel avec les désirs des autres membres de la communauté. Alors, cette réflexion a trouvé son origine dans un travail que j'ai mené pendant plus de 20 ans sur les addictions et sur leur base neurologique et évolutionnaire. On sait aujourd'hui que les individus, pour des tas de raisons, sont très inégaux devant les risques d'addiction lorsqu'ils font usage de substances ou de pratiques fortement psychoactives. C'est seulement une minorité de gens qui, confrontés à des produits même très dangereux, même très, très actifs, deviennent vraiment addicts. Mais on sait aussi, c'est ça le point important que j'ai tiré de ces études, que les mécanismes neurologiques de base sur lesquels se développent les addictions, et en particulier la stimulation des circuits dopaminergiques de la récompense dans le cerveau, sont extrêmement banals. On les trouve même chez tous les mammifères, et ils sont mis en œuvre par tous les êtres humains dans la plupart de leurs activités, tout simplement parce qu'ils sont nécessaires à l'attention et à la motivation pratique. Alors les addictions les mieux répertoriées, c'est reconnues comme telles par les associations internationales, l'alcool, les drogues, les jeux d'argent, voire la sexualité ou les jeux vidéo qui sont un peu sur le strapontin, offrent, à mon avis, un modèle d'emballement du désir qui peut être observé dans beaucoup d'autres activités humaines. Travail, activités sportives, finances, commerce, exercice du pouvoir et bien sûr consommation de produits ordinaires. Dans mes enquêtes, beaucoup de gens trouvaient d'ailleurs
paradoxal qu'on les stigmatise comme drogués, junkies, accros, à l'intérieur d'une société dont le principe même est d'attiser le plus possible le désir des producteurs et des consommateurs pour augmenter les gains attendus d'une activité économique. Et donc j'ai pris au sérieux ce genre de réflexion des junkies et j'ai formulé l'hypothèse d'une sorte d'affinité élective entre le régime économique du capitalisme et les bases neurobiologiques du désir humain, qui est susceptible, dans certaines situations, de se laisser aller à sa pente addictive, quelles qu'en soient les conséquences. Et de fait, il est facile de constater que la propension à stimuler de façon incessante les circuits neurochimiques de la récompense est devenue de plus en plus indispensable au capitalisme contemporain, simplement pour étendre ses marchés. Donc il y a toujours des choses nouvelles qui suscitent le désir. Et il est facile aussi de constater que cette capacité n'a eu d'égal dans aucun autre régime économique, où les choses étaient beaucoup plus monotones d'une certaine façon. Et alors il y avait d'autres ruptures, c'était les guerres seigneuriales et beaucoup d'autres choses, mais passons là-dessus. Alors, ce qui marche avec cette approche du désir par les neurosciences, c'est le lien étroit qu'il y a donc entre les neurosciences du plaisir et de l'addiction et la psychologie évolutionniste, à laquelle j'ai aussi beaucoup emprunté, parce qu'elle permet de resituer, ou d'équilibrer aussi, de resituer le développement du désir individuel dans le cadre des dépendances communautaires de base qui lui ont permis d'émerger. Les travaux contemporains sur ce sujet font l'hypothèse d'une formation ancestrale des circuits neurologiques de la récompense, c'est-à-dire l'origine du désir, sur la base de deux situations primordiales. D'abord l'attachement parental et l'attraction sexuelle, qui sont des conditions de survie des individus et de l'espèce. Sans attachement parental et sans partenaire sexuel, les humains, comme d'autres êtres vivants, n'ont pas de dépendance. Et de fait, sans les attachements parentaux et les attractions sexuelles de nos ancêtres, nous-mêmes qui sommes ici en train de discuter d'éthique, nous ne serions pas là pour en parler. Et dans ma propre théorie de la genèse du désir individuel, j'ai ajouté, parce que je suis sociologue aussi, comme le faisait Durkheim, et puis parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments dans certains travaux de psychologie évolutionnaire, l'attachement social aux deux attachements basiques, parental et sexuel. Parce qu'on sait que les alliances sociales sont également primordiales pour la survie de l'individu et de l'espèce. Et ces différents attachements primordiaux, donc parental, sexuel, social, sont à mon avis la marque indélébile de la fonction communautaire dans le développement des désirs les plus individuels. On peut donc être un libertarien, un transhumaniste, parce que c'est, à mon avis, très proche d'une certaine façon, ou n'importe quelle sorte d'individualiste forcené, mais on ne peut jamais effacer cet enracinement communautaire de son propre désir. On est fait comme ça, on est fait avec des circuits neurologiques qui nous font désirer, et que ces circuits neurologiques se sont formés dans une communauté. Et c'est du reste à partir de ce genre de constat que des chercheurs considèrent aujourd'hui que les drogues pirates, c'est comme ça qu'on parle dans les articles spécialisés, les drogues piratent des fonctions qui ont été développées au cours de l'évolution pour de toute autre fin que la défense, et qui sont tout simplement celles de la reproduction des individus et du groupe humain. Et je pense que la même analyse peut être appliquée aux objets de désir offerts à profusion par le capitalisme addictif, qui se grèvent sur des dispositifs générés pour de toute autre fin que la réussite professionnelle ou le plaisir consumériste. C'est pour ça que je dis qu'il y a une affinité élective entre les circuits humains de la récompense qui nous constituent et la capacité du capitalisme moderne et contemporain en particulier à le mobiliser, qui n'a jamais été observé dans l'histoire à un tel degré. Alors une conséquence très importante de ces apports est que si le désir est radicalement individuel et potentiellement insatiable, il n'y aura pas d'homme nouveau, ni par le transhumanisme, ni par toutes ces choses-là, sa genèse aussi bien que sa mise en œuvre et ses éventuelles thérapies dépendent étroitement de ses liens avec le reste de la communauté. On le voit par exemple chez les participants au groupe d'autosupport des narcotiques ou alcooliques anonymes que j'ai beaucoup fréquenté, pour qui il serait impossible de sortir d'une addiction individuelle sans le soutien des autres membres de la communauté, simplement parce qu'ils ont la même expérience que nous et qui sont confrontés à la même difficulté.
Et c'est vrai aussi d'une certaine façon pour les théories plus classiques. On sait qu'on ne sort jamais aussi bien d'une addiction que quand on a un vrai soutien familial et social. C'est beaucoup plus difficile pour les autres. Et une des idées que j'ai développées dans Éloge des communs, c'est que ce modèle de recovery, c'est comme ça qu'on dit en anglais, ça veut dire de rétablissement, par le soutien d'une communauté, pourrait en fait s'appliquer à la société tout entière. C'est comme ça que j'ai lu tous les mouvements de transformation, de tentatives de transformation de nos façons de produire et de consommer pour essayer d'inventer d'autres façons de vivre. Or, ces méthodes cet appel à la communauté, je crois que c'est précisément ce qui est dénié par les formes les plus conquérantes et agressives du capitalisme contemporain qui n'en ont cure. Voilà, je voudrais terminer cet exposé par un exemple d'emballement addictif, donc je crois que je suis largement dans les temps, du capitalisme, qui est celui de la généralisation du numérique et de la colonisation de tous les domaines de la vie par des procédures automatisées. Donc c'est mon travail actuel sur la liberté humaine au temps des big data. Alors, je crois que c'est vraiment là, cette évolution, c'est l'avatar le plus récent et le plus spectaculaire de l'habitus capitalis qui s'est imposé depuis le milieu du XXe siècle. Alors, je parle d'habitus comme le faisait Bourdieu, et avant lui, puisque c'était lui qui l'avait, l'historien Erwin Panofsky, à qui Bourdieu avait emprunté cet usage social d'une vieille notion scolastique, donc l'habitus, pour désigner une façon de voir les choses et de raisonner, qui est profondément incorporée dans la pratique de certains agents sociaux. Or, un trait majeur de l'habitus capitaliste contemporain est d'avoir su intégrer la logique d'exploration illimitée propre à la science moderne. Ne laissez jamais aucun détail non découvert, comme par exemple lorsqu'on décrypte l'entièreté du génome humain, ou qu'on va toujours plus loin dans l'analyse des particules élémentaires de la matière. L'habitus économique du capitalisme fait exactement la même chose, sauf que ce n'est pas du tout dans un but de connaissance scientifique, mais seulement dans un but d'exploitation systématique de tous les gisements de ressources existants. Après les ressources naturelles, avec les conséquences que l'on sait sur l'environnement, ce sont maintenant les gisements humains qui deviennent la source principale de valeur, c'est de la valeur économique. Les données qu'on laisse sur Internet, c'est une valeur qu'on vend. Ça se vend et ça s'achète. Ça permet de s'enrichir. Toutes sortes de données, d'ailleurs, y compris les musiques, ou beaucoup d'autres choses. La source principale de valeur économique sur la base des informations personnelles ou non personnelles, ou des œuvres collectées et traitées par des logiciels d'intelligence artificielle. C'est cette exploitation illimitée de tout ce qui peut l'être qui confère sa dimension addictive au capitalisme contemporain, même si les addictions individuelles caractérisées, auxquelles il donne lieu, avec les stimulants, les antidouleurs, qui ont eu des conséquences catastrophiques dans certains pays, les tranquillisants, le workaholisme, c'est une addiction au travail, ne concerne qu'une petite partie de ses agents. Je souligne ça parce que je parle du capitalisme addictif en sachant bien ce que savent tous les addictologues, que l'addiction proprement dite, caractérisée, celle qui vous oblige à aller chercher un psychiatre, aller voir un psychiatre pour essayer de s'en sortir, ne concerne qu'une minorité des gens. Mais les conduites addictives, elles, ont un spectre beaucoup plus large. Et c'est le même habitus addictif que l'on retrouve dans la généralisation actuelle du numérique. Comment en effet résister aux multiples offres de services, d'amis, d'amour, de relations, de jeux, de fonctions pratiques, d'objets à acheter, d'informations, de facilités de toutes sortes, présentes à profusion sur les réseaux numériques et qui sont rendus en plus rigoureusement inoubliables, ou rigoureusement inomissibles, je ne sais pas si le mot existe, par les méthodes automatiques de ciblage et de harcèlement personnel qui vous rappellent constamment qu'il faut noter le produit que vous avez acheté, l'Airbnb que vous avez loué, le train, le médecin, le dentiste que vous allez voir, il faut le noter aussi.
Et puis vous avez intérêt à le faire, parce que c'est très difficile de se désinscrire, parce que c'est des no-reply, c'est des robots qui vous écrivent. Et quant aux opérateurs privés ou publics du numérique, ceux qui se mettent ça sur le marché, comme ils achètent clé en main des logiciels pour faire ça, comme on achète maintenant dans l'ensemble. Je pense que c'est ce que disait l'intervenant précédent. Toutes les administrations achètent clé en main des outils de management qui sont considérés comme une science normale, qui correspondent à une certaine vision des choses, où il y a un fond normatif très, 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 très précis. Le fond normatif des logiciels d'intelligence artificielle, l'un des problèmes, c'est qu'il est illisible, y compris par les spécialistes. Je ne veux pas rentrer trop en détail. Mais comment les opérateurs privés ou publics du numérique, parce que les gens qui codent, il faut qu'ils codent, et on ne sait pas très bien pourquoi ils ont codé comme ça. L'essentiel, c'est que ça marche. C'est qu'à la fin, la voiture soit pilotée correctement, que le résultat, la lecture d'un test biologique soit au moins aussi performant que la lecture par un humain, etc. Et ça marche. Donc finalement, tous les principes normatifs qui ont pu être derrière, on en connaît certains, notamment la psychologie du caractère. On sait un peu comment c'est fait, mais c'est très difficile, très opaque la façon dont c'est fait aujourd'hui, ces logiciels. Alors je finis ma phrase quand même, je laisse les digressions. Comment les opérateurs privés ou publics du numérique pourraient-ils eux-mêmes résister aux promesses de la numérisation de leurs offres et services, aux attraits d'un QR code déposé sur des objets inconnus pour les rendre immédiatement parlants, familiers ou fonctionnels, ou même déposé sur des personnes pour les rendre traçables, avec un petit collier, à des fins de santé publique ou de maintien de l'ordre. Alors, au cours de la crise sanitaire, vous savez, et puis ça continue maintenant, les réseaux numériques sont devenus le principal moyen de communication entre les habitants confinés à domicile, ce qui a permis de pallier la limitation désespérante des contacts humains directs, mais aussi, sans qu'on y prenne garde, de nourrir abondamment les banques de données des plateformes numériques. La possibilité laissée au gouvernement démocratique d'accéder aux données personnelles n'a fait que s'ajouter à celles dont disposent déjà les opérateurs privés pour alimenter cette nouvelle économie numérique, très récente, qui se met en place sous nos yeux à partir du traitement par ces logiciels d'IA de ces big data collectés sur une multitude de sources et devenus la matière première d'un commerce de plus en plus fructueux. Vous savez en fait que ces logiciels, la base de ces logiciels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le connexionnisme, c'est quelque chose d'assez ancien, puisqu'il y a eu une intelligence artificielle qui... Je peux faire une petite digression là-dessus, avant de finir mon exposé, j'en ai pour 5 minutes. Il y a eu donc une intelligence artificielle qui s'est développée très fortement dans les années 70, qu'on appelait l'intelligence artificielle classique. C'était une intelligence artificielle fondée sur le raisonnement humain, et on cherchait à le faire imiter par des machines. Avec ce qu'on appelait des règles de production, c'était des règles logiques. Puis on s'est aperçu malheureusement que ça permettait même pas de battre un joueur d'échecs de bonne qualité, et que par rapport à tout ce qui est fluide, ambigu dans la perception de la langue, des images, des situations, etc., ça ne marchait pas. Et en tout cas, ça marchait moins bien qu'un autre type d'intelligence artificielle qui s'est développé à l'époque, qu'on appelait l'IA. Alors, c'est les réseaux neuronaux, c'est l'IA connexionnisme. Alors, une des caractéristiques de cette intelligence artificielle-là, c'est que elle est strictement statistique, si vous voulez. Elle considère que chaque neurone artificiel a un poids plus ou moins grand suivant le fait qu'il est stimulé ou donc activé ou non activé, neutralisé par des éléments qui lui sont fournis. C'est comme ça qu'on arrive à faire de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance faciale, etc. C'est très performant, mais ça ne s'est pas beaucoup développé à la fin du XXe siècle pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de données. Mais à partir du moment, et ça date de 20 ans, où Amazon, devant la bulle Internet, voyant qu'il ne faisait plus de profit
que s'il n'incluait pas la publicité, et en particulier la publicité ciblée dans ces écrans, puis la création en 2007 de Facebook, on a commencé, avec la publicité ciblée et puis avec Facebook, à accumuler une quantité incroyable de données. C'est ce qu'on appelle les big data. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que le fait d'avoir beaucoup de données était extrêmement utile pour ces logiciels. Et finalement, il y a eu un basculement, c'est ce qu'expliquent en fait tous les spécialistes qui racontent cette histoire-là. Une histoire qui s'est passée sans qu'on s'en aperçoive, il y a moins de 10 ans. C'est les logiciels connexionnistes, donc sur la base des big data, ont été capables de battre les meilleurs joueurs de Go, alors qu'on était persuadé qu'on n'y arriverait jamais avec l'intelligence artificielle. Alors ça a chamboulé les choses, et de fait, on arrive aujourd'hui à des performances extraordinaires. C'est certain que les logiciels d'intelligence artificielle font des choses que les humains ne sont pas faire. On parlait de la lecture des tests biologiques, etc. Donc on est face à une véritable révolution technologique. Alors voilà, je vais finir. L'évolution actuelle des outils numériques, directement alimentés par la participation gracieuse, volontaire et on peut même dire avide des utilisateurs, offre aux nouvelles technostructures des moyens d'interférence et de contrôle inédits sur la vie sociale, dont les conséquences écologiques. Donc l'empreinte carbone des data centers dont on commence à parler, parce que c'est d'énormes machines, ça existe. Hein. Le cloud, c'est pas un nuage dans le ciel, hein, c'est d'énormes bâtiments qu'il faut refroidir, etc. Les conséquences humaines, manipulation des pensées et des goûts. Lorsque vous allez sur Facebook et que vous croyez avoir un fil d'actualité qui est disponible pour tout le monde, mais pas du tout. C'est en fonction de votre navigation antérieure qu'on vous envoie un fil d'actualité. Les amis qu'on vous propose, c'est en fonction de vous-même. Alors c'est bien d'une certaine façon, ça vous cible, mais ça permet aussi que vous ne sortiez jamais de votre propre bocal. Et puis c'est complètement antinomique avec l'idée de l'agora démocratique, où les gens écoutent les mêmes informations et puis ils discutent avec le premier venu, et puis ils se font leur idée. Politique, donc interférence sur les choix électoraux, vous connaissez sans doute, vous avez peut-être entendu parler des histoires, de la façon dont certaines agences de communication ont pu manipuler l'élection de Trump en 2007, on verra ce qui va se passer en 2020, le vote du Brexit, et puis les droits humains, rupture d'égalité, donc par des offres ultra ciblées et atteinte aux libertés individuelles. Donc je pense que les conséquences, je ne suis pas le seul à penser ça, hein, il y a des gens comme les gens du culte de la quadrature du net qui sont très intéressants sur tout ça parce qu'ils le suivent de très près. Donc toutes ces conséquences commencent à peine à être mesurées. Voilà. Donc une large partie de cet exposé ayant été consacrée en contrepoint de la question du commun, parce que je pense que la liberté et le commun, ça va avec la question de la liberté, donc à ces avatars de la liberté individuelle dans des sociétés dites libérales, on est dans des sociétés libérales. Je ne peux pas le conclure sans évoquer le cas de la Chine néo-communiste, rouge vif, suivant le titre du très bon livre d'Alice Ekman, qui est une chercheuse en sciences politiques et sinologue que je vous conseille, qui est paru récemment, rouge vif, c'est vraiment une leçon sur le néo-communisme chinois, dont l'efficacité sur le plan sanitaire repose sur une surveillance étroite de la population, à partir notamment d'un système numérique d'enregistrement et de notation, dit de crédit social. Vous avez peut-être vu certaines séries télévisées qui illustrent ça, auquel aucun habitant ne peut échapper. Alors ce cas est considéré à juste titre comme un repoussoir pour les sociétés démocratiques. Il y a eu des tas d'articles dans la presse, etc. Mais c'est aussi, malheureusement, un modèle possible, ne serait-ce que parce que les instruments qui permettent au néo-communisme de Xi Jinping d'exercer sa dictature, enregistrement numérique, vidéosurveillance et reconnaissance faciale, traitement des big data par des logiciels d'IA, ont été inventés dans les pays occidentaux qui en font d'ores et déjà un usage immodéré et que les garde-fous existants comme le RGPD, le Règlement général des données personnelles, et les recours en justice, de plus en plus nombreux et quelquefois avec un certain succès,
avec par exemple un récent arrêt de la Cour de justice européenne quant à l'utilisation des données personnelles par les États, peinent encore à canaliser l'extension de ces outils. Voilà, donc je conclus en 2 phrases. Le numérique est en fait un nouveau bien commun, 3 phrases, qui, contrairement à l'air, l'eau ou les espaces naturels, n'a qu'une trentaine d'années d'existence publique. Mais ce bien a déjà fait l'objet d'une appropriation forcenée par des entreprises privées et à des tentatives de contrôle de plus en plus pressantes de la part des pouvoirs publics. Je crois que c'est un cas d'école à la fois de la puissance de ce qu'on appelait autrefois des enclosures et d'une tendance addictive profonde du capitalisme contemporain, mais c'est aussi peut-être une occasion de ne pas attendre un siècle, comme on l'a fait pour les énergies fossiles ou les produits chimiques en agriculture, pour rendre aux usagers les moyens d'exercer leur propre contrôle sur ce bien commun, ce qui est évidemment la revendication d'un certain nombre d'organisations internationales, d'associations comme la Quadrature du Net que j'ai citée, de chercheurs, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais si je vous ai perdu, je peux essayer de préciser certaines choses. Alors, votre intervention, je trouve, croise quand même beaucoup de thèmes qui sont abordés dans les formations de l'espace éthique, mais avec, depuis un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est un peu le but de cette journée, finalement, de cette première journée des formations, de décaler un peu le point de vue habituel vers d'autres points de vue. Alors, comme notion, j'ai noté la notion de consentement. Et ce que vous avez dit sur le néoconservatisme. Et là, j'y ai vu évidemment un lien avec le libéralisme moral, par exemple chez John Stuart Mill, puis chez Ruvén-Augien notamment, pour citer le plus connu. La notion de recovery aussi, de rétablissement, est une notion que les soignants, notamment en psychiatrie connaissent. Et puis il y a évidemment ce long développement que vous avez fait à la fin de votre propos sur le numérique, qui occasionnera peut-être aussi des questions. Voilà. Donc je vous laisse la parole. On a pris pas mal de retard sur le programme, mais ça laisse quand même, on a quand même un petit peu de temps pour quelques questions. Donc je vous en prie, allez-y, n'hésitez pas. C'est difficile de voir votre enthousiasme avec les masques. Ce sont les circonstances qui veulent ça, mais n'hésitez pas à vous manifester. Grégoire, Claire. Bon, je vous réponds immédiatement. On ne naît pas addict à quelque chose. Hein. Alors après, il y a des tas d'études qui ont essayé de trouver Vous pouvez parler dans le micro ? Oui. Qui ont essayé de trouver des critères génétiques. Alors il y a eu aussi, comme il y a eu des milliers d'articles, il y a eu des articles de synthèse qui ont conclu que pour la moitié, disons, pour 50% des cas c'était génétique et pour 50% des cas c'était social. C'est tellement flou qu'on ne peut rien en tirer. On n'est pas dans un déterminisme, on est dans une question de substrat. On sait alors on sait qu'il y a des réarrangements des circuits neurologiques dans le cerveau des personnes qui sont par exemple cocaïnomanes. Il y a des instituts américains qui cherchent en fait des marqueurs biologiques, qui sont par exemple la couleur des échanges de sucre à l'intérieur du cerveau, comme preuve, comme on cherche des marqueurs biologiques en médecine en général. Voilà. C'est pas du tout un déterminant. Alors, comme je travaille sur la liberté humaine, je veux vraiment écarter ça. C'est des questions très difficiles. C'est la question de la liberté, c'est de la métaphysique. Je ne fais pas de la métaphysique de la liberté, j'essaye d'éviter. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que aussi je parle de la recovery. Parce que, le fait de devenir addict, c'est un processus. On peut y échapper. C'est plus facile pour certains que pour d'autres. Et le fait de s'en sortir, c'était ça ma recherche. Les recherches que j'ai menées sur l'addiction, c'était entrée et sortie dans un processus, dans un parcours d'addiction.
Comment on s'en sort? On s'en sort justement avec les autres, en général. C'est vraiment la leçon des alcooliques et des narcotiques anonymes, et même de la médecine de ville. Hein. C'est comme ça qu'on s'en sort. Donc c'est pas du tout un processus déterministe, c'est un processus justement de travail commun, de travail. Voilà. Je réponds à votre question? Merci. Moi, je vais vous y répondre. Bon, je suis en train d'écrire mon livre sur les big data, donc j'ai pas toutes les réponses, et puis il faut que je lise beaucoup, et puis j'aurai jamais toutes les réponses. Mais si vous voulez, les moyens de communication numérique, au moment même où ils sont apparus, ils ont été appropriés, ils ont été privés. Et ils ont échappé à leurs utilisateurs. Alors, il y a, dans le domaine du numérique, il y a toute une bataille très très complexe. Il y a des logiciels libres, il y a aujourd'hui des tas de navigateurs qui existent, qui vous permettent par exemple d'échapper au pompage des données. Mais on est confronté, alors c'est là que c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, Google, moi quand j'ai commencé à faire de l'informatique il y a très longtemps aux États-Unis, et c'est là que j'ai un peu appris l'IA classique, pas du tout l'IA connexionnistes, parce que je ne suis pas assez fort en arithmétique, mais l'IA classique fondée sur la logique, je pouvais. Et en fait, ces logiciels sont arrivés et les nouveaux logiciels nous ont envahis de façon très récente, voyez. Alors, mentalité algorithmique, moi j'ai pas parlé de ça. Si vous voulez, c'est des facilités, c'est des utilités, il s'est trouvé qu'avec un certain type d'intelligence artificielle, on obtenait des résultats qu'on n'obtenait pas avec un autre type d'intelligence artificielle. Il s'est trouvé qu'avec les logiciels qu'on avait conçus à partir de ces réseaux neuronaux, on pouvait être plus performant qu'un humain dans un certain nombre de domaines. Ça s'est trouvé comme ça. Et face à ça, bien, on s'en est emparé et ça s'est développé. J'ai peut-être perdu un fil dans votre question. Si vous voulez en rajouter. Et surtout pour savoir qu'est-ce qui a été le plus à changer dans... Voilà, c'est ça, c'est le fil essentiel. Parce que je suis parti là-dessus. Il faudrait la privatisation des moyens de communication numérique est un problème. Voilà, la privatisation. Alors, est-ce que l'étatisation serait une solution? Je ne pense pas. Mais mettre en place des contrôles. Alors, c'est ça aussi qu'on le rejoint, parce que moi, j'ai mon approche des communs, mais l'approche d'Ostrom, qui est souvent citée, est très intéressante, parce que c'est cette idée d'autogouvernance. C'est-à-dire que les utilisateurs d'un bien essayent de trouver entre eux, hein, alors il pourrait y avoir des fournisseurs d'accès, mais il pourrait y avoir aussi des utilisateurs qui auraient droit de regard, pas seulement au travers du RGPD, sur la façon dont leurs données sont utilisées. Bon, actuellement, grâce au RGPD, on a un peu plus de possibilités de refuser les cookies. Mais c'est pas les cookies ne sont qu'un des moyens de rassembler des données. Il y a 6 mois, c'était vraiment pour refuser les cookies, c'était très difficile. Aujourd'hui, beaucoup de sites qui essayent de respecter la législation, vous permettent de les refuser, non pas sur la première page, mais sur la deuxième page. Mais c'est une sorte de face à face entre l'État qui met en place des institutions, enfin là c'est au niveau européen, mais en France on a la CNIL, telle que le RGPD, et puis les fournisseurs privés. Les associations comme par exemple la Quadrature du Net ou beaucoup d'autres organisations internationales ne peuvent faire que des recours en justice. Alors qu'on pourrait très bien imaginer des formes de contrôle par les usagers des outils numériques. On peut, alors ça n'exclut pas du tout, là il y a des questions évidemment très 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 brûlantes, c'est-à-dire que on permet, la publicité n'est pas interdite dans une économie libérale.
Et les gens qui font de la publicité ont toujours essayé de s'adapter à leur public, de leur proposer des choses qui plaisent. Alors, jusqu'à quel point? Et ça, peut-être que la réglementation pourrait mettre des limites. Elle le fait en partie, mais on est toujours à la traîne d'une certaine façon. Hein. On essaye, là on dit par exemple, il faut que les élections n'aient pas d'interférence que dans les élections à venir, qu'il n'y ait pas d'interférence de groupes privés, de groupes étrangers, etc. Mais on est toujours à la traîne parce que la réglementation est très en retard, voilà ce que je pense. Merci. Je voudrais peut-être vous poser une dernière question avant de passer à une autre intervention. C'est la question finalement des mécanismes de l'addiction que vous avez traité. Au-delà de la question du déterminisme et de la liberté qui a été posée, moi ce que j'aimerais bien savoir, ce que en tant que sociologue vous pouvez dire, en dehors du discours des neurosciences, sur les motivations conscientes, enfin des personnes qui entrent en addiction. C'est-à-dire, est-ce que ça traduit un renoncement à l'existence? Est-ce que ça traduit au contraire une mise en risque de l'existence, comme le dit David Le Breton dans son ouvrage sur les conduites à risque? Et est-ce que ces processus-là permettent aussi de penser l'addiction au capitalisme dont vous parlez? Ouais. Voilà. Ouais. Alors bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle, un gros livre qui s'appelle Philosophie pratique de la drogue, où j'essaie justement de voir pourquoi les gens ils se droguent. Alors je pense que c'est pas suicidaire. Hein. D'une façon générale, moi c'est la thèse que j'ai soutenue, c'est l'attraction de la fête. On se défonce pour faire la fête. Alors, bon, après la question, on se connaît tous les risques de certains produits auxquels on va s'abandonner plus ou moins, suivant le fait des substances qu'on a déjà prises, les contextes dans lesquels on est, au moment où on se défonce, les limites qu'on va mettre. Mais je ne pense pas qu'on est dans une démarche suicidaire. La drogue, c'est une fête. Et c'est pour ça que c'est une fête que les utilisateurs des drogues voudraient protéger de ses conséquences, ou disons immuniser de ses conséquences les plus déplorables. Hein, qui sont l'addiction. L'addiction, c'est une maladie. Par rapport à votre question, c'est une maladie. Bon, on dit c'est une maladie du cerveau. Mais quelqu'un qui est vraiment pris dans l'alcool ou dans des produits, il en souffre. C'est-à-dire que pour moi, la différence entre l'addiction et puis les conduites addictives, ou bien justement la fête, c'est ça. C'est dans la fête, il y a plus de plaisir et de bien-être que de souffrance. Il peut y en avoir aussi. Dans une addiction, la souffrance commence à prendre trop de place. Hein, et c'est pour ça que les gens ils viennent consulter, qu'ils vont dans des groupes, etc. Parce qu'ils commencent à vouloir s'en sortir. Mais il y a quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, qui est effectivement neurochimique, qui fait qu'ils ne peuvent pas... Voilà, c'est ça la réponse. Mais il y a évidemment des contextes sociaux. Mais bon, j'ai détaillé tout ça. En tout cas, ce n'est pas des pratiques suicidaires. Souvent, les gens le disent. Hein. Même pour ceux qui disent qu'ils avaient rendez-vous avec les drogues depuis longtemps, qui, en plus, j'en connais certains qui ont disparu dans des conditions de gens que j'ai interviewés, etc. Mais ce n'est pas du tout des démarches d'autodestruction. À la base, c'est des démarches de fête. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé.